a une certaine tendance parfois à ne pas reconnaître qu'on passe autant de temps sur le smartphone. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Saviez-vous qu'en passant 4 heures de son temps par jour sur son smartphone, cela représenterait 2 mois par année, et que la consommation de contenu et de médias sur smartphone a augmenté de 460% entre 2011 et 2021 et que nous consultons en moyenne 140 fois notre smartphone quotidiennement. Mon invité de ce matin est expert en bien-être digital et auteur du livre Être présent. Prenez en main vos habitudes digitales, offre une méthode pour maîtriser l'utilisation des outils numériques, soulignant l'impact significatif de ces derniers sur notre quotidien. Avec une expérience de 20 ans dans la gestion d'entreprise et le marketing, il propose des stratégies pragmatiques pour libérer du temps et se concentrer sur l'essentiel en s'adressant à un public varié, incluant en particulier entreprises et organisations. Son ouvrage, qu'on va vous présenter dans un instant, explore les vulnérabilités exploitées par Internet notamment et les médias sociaux pour capter notre attention, offrant des solutions pour une utilisation numérique plus équilibrée. Et pour en parler justement, je reçois sur le plateau Gabriel Pitt. Bonjour Gabriel. Bonjour Max. Comment ça va ? Merci. Très bien, merci à vous. Merci d'être là ce matin. Alors, il y a Être présent en français et puis maintenant il y a la version anglaise qui vient de sortir. Exactement, ça vient de sortir il y a 2 semaines et c'est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes en livre papier ou e-book. En tout cas, merci d'être là. On va parler de cette... Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'addiction quand même aux réseaux sociaux où tout le monde est tombé dans Est-ce qu'on peut parler de piège tout simplement aujourd'hui ? Alors moi je préfère la notion de piège parce qu'en fait l'addiction c'est quelque chose qui doit être traité par un médecin ou un psychiatre. Et je pense que si on devait tous aller voir un médecin ou un psychiatre, on n'aurait pas assez de spécialistes pour nous accompagner. Donc c'est pour ça que moi je parle plutôt de piège et d'usage excessif. Et puis c'est vrai que pour changer les usages excessifs, moi j'aide les personnes à changer leurs habitudes, tout comme d'autres habitudes qu'on pourrait avoir au quotidien, qu'on essaye de changer dans sa vie. 144 fois par jour en moyenne, on regarderait cet outil, on n'arrêterait pas de l'utiliser pour aller, sur Instagram, pour voir ses mails, pour téléphoner, pour faire plein de choses, quoi. Finalement, on fait que ça, quoi. Exactement, et ça représente, on ouvre notre smartphone entre 6 à 9 minutes, passe 140 fois, c'est une moyenne, c'est une étude. Ça peut varier selon les personnes et les usagers, ça peut être plus pour d'autres, mais je dirais que si c'est 140 fois, effectivement, ça peut être... c'est une ouverture toutes les 9 minutes durant notre journée éveillée. Alors le problème, c'est qu'avec le téléphone, maintenant, on fait tout. C'est-à-dire qu'on ouvre sa voiture, on consulte ses mails, on fait ses courses, on téléphone encore, parce qu'à la base, c'est quand même pour ça. Et on a toutes nos données là-dedans. Finalement, il ne nous quitte plus. Et lorsque celui-ci, il n'est plus là, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sait plus rien faire. C'est un très bon point, effectivement, c'est un paradoxe, parce qu'on a d'un côté le côté pratique du smartphone, mais de l'autre côté, on est un petit peu comme attaché à une laisse, comme un chien attaché à une laisse avec le smartphone, parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus, pas forcément avec de la valeur ajoutée. Donc c'est ce paradoxe-là qui est difficile à gérer. J'avais un ami à Genève, par exemple, qui me disait « mais c'est super ce que tu fais, mais moi j'ai tout sur mon smartphone, je viens de mettre mes cartes de crédit dessus ». Et en fait, l'idée, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'effectivement, si vous payez avec votre carte de crédit ou votre smartphone dans un magasin, et bien après, si vous êtes tenté d'aller voir ce qui se passe sur les médias sociaux et que vous passez 30 minutes dessus, et bien on est dans ce paradoxe-là, en fait. On a le côté pratique, le paiement, et après on va perdre du temps sur un média social, et en fait, ce temps-là, on ne le récupère pas. Alors c'est compliqué où placer le curseur, parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de le supprimer complètement, mais c'est de trouver un bon équilibre pour l'avoir à ses côtés, mais l'utiliser de manière un peu plus, on va dire, à dose homéopathique, quoi. C'est ça un peu l'idée. Tout à fait, exactement. Un peu barbare, mais... Alors déjà, le point principal qui est difficile avec cet usage, c'est notre rapport au temps personnel. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de penser à 1 minute, ce que représente 1 minute, tout le monde aura une notion différente du temps. Donc ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on mesure le temps ? Et souvent, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes ne se rendent pas forcément compte du temps passé sur les écrans. Quand vous posez la question, les gens vont vous dire « non, mais je passe 2-3 heures ». Et en fait, vous allez consulter le temps d'écran et là, vous êtes à 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures. C'est possible.
Donc c'est très difficile de se rendre compte effectivement du temps qu'on passe sur les écrans. Ouais. Et puis le deuxième point par rapport au temps, c'est qu'il y a le même phénomène que quand vous êtes au cinéma. Quand vous êtes au cinéma, si vous sortez du film, si on pose la question combien de temps le film a duré, vous allez dire à peu près. Mais en fait, c'est très difficile de se rendre compte effectivement, et c'est la même chose c'est le même phénomène pour le temps que vous passez sur typiquement les médias sociaux. L'espace-temps n'est pas le même, effectivement. Exactement. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est on a une certaine tendance parfois à ne pas reconnaître qu'on passe autant de temps sur le smartphone. Et là, c'est quelque chose que je dois vraiment préciser, c'est que personne ne doit se sentir coupable de ça, parce qu'en fait, on passe ce temps-là, mais sans vraiment le vouloir. Ce temps-là, on le passe à notre insu. Parce que si je vous dis, vous passez 3 heures sur les médias sociaux plutôt que passer 3 heures avec votre grand-mère, vous allez forcément vous dire, non, je préférais passer du temps avec ma grand-mère. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Mais en même temps, quelque part, on n'a pas vraiment le choix. On nous oblige en quelque sorte, d'une manière assez détournée, à utiliser tout le temps son smartphone. On lit le journal maintenant sur son téléphone aussi. Il y a bientôt plus de papier. Tout ce qu'on fait, on paye avec aussi. On le disait il y a quelques instants. Tout ce qu'on fait, on doit toujours l'avoir avec soi. Ça devient notre pire meilleur ami, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Mais... Oui, c'est vrai qu'on a un rapport un peu ambivalent, ambigu avec le smartphone, parce que, comme vous l'avez justement dit, d'un côté c'est utile, mais on a conscience que parfois on se perd dans les méandres d'Internet et des médias sociaux. Mais de nouveau, j'aimerais préciser que c'est à notre insu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir responsable. Je vous donne un exemple. J'ai découvert au début de cette année qu'en fait, c'est une étude qui le démontre, que notre cerveau adore découvrir des choses qu'il n'avait pas prévu de découvrir. Donc ça veut dire, l'imprévu. Découvrir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc même si vous êtes sur Wikipédia, qui est quelque chose de magnifique, vous pouvez vous informer, vous allez adorer cliquer sur des liens, quand vous lisez un article, pour atterrir sur d'autres liens qui vont vous apprendre des choses. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, c'est du temps qualitatif, mais ça reste du temps où vous allez cliquer de plus en plus loin, et finalement, vous allez passer 2 heures, alors que peut-être ces 2 heures, vous auriez pu passer 1 heure à apprendre quelque chose sur Wikipédia, et 1 heure dans le monde réel à l'appliquer. Ou lire le livre. Ou lire le livre, par exemple. Donc c'est de nouveau, pour moi, une question, je dirais que le mot-clé, en fait, par rapport à tout ça, c'est la pertinence. Il faut trouver ce qui est pertinent pour nous. Vous parliez du journal tout à l'heure. La question, c'est, avant, quand je lisais un journal papier, j'arrivais à la fin, je m'arrêtais. Aujourd'hui, vous pouvez cliquer, recliquer, continuer à cliquer et recliquer. Et finalement, il n'y a pas de fin. Donc la question, c'est de trouver qu'est-ce qui est pertinent pour nous. Et quand vous avez réfléchi à tout cela, eh bien, il faut mettre en pratique après. Et c'est ça où, justement, moi, j'accompagne des personnes pour les aider à mettre en pratique, que ce soit le journal ou que ce soit au travail, avec l'information, la communication. Donc c'est vraiment, je pense, le mot-clé, c'est la pertinence. Le comportement des gens, il a changé en 10 ans, on peut le dire, à cause ou grâce ou parce qu'il y a cet outil, justement. Parce que moi, j'utilise ça comme un outil. Alors, je pense que le terme outil, il est très juste. Aujourd'hui, on devrait vraiment remettre le sens du smartphone ou des outils numériques, je parle d'outils numériques d'ailleurs, dans son contexte. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui nous aide dans notre quotidien. Et même, je dirais que, je parle des médias sociaux, mais pour certaines personnes, c'est devenu un moyen de faire des affaires. Donc forcément, il ne faut pas remettre en question le fait de pouvoir faire des affaires grâce aux médias sociaux. Et effectivement, le monde, il a totalement changé, puisque si il y a 10 ans, je vous disais, grâce à un média social, vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires dans le cadre d'un entrepreneur, eh bien, certainement, beaucoup de personnes auraient dit, tu rigoles, aujourd'hui on fait des photos, puis on les partage, et puis on est avec nos amis, donc je vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir un intérêt à faire des affaires. Au niveau rapports humains, ça devient compliqué. Des fois, on voit des gens qui sont autour d'une table, ils sont tous ensemble, mais ils sont tous dans leur univers, autour de la même table, avec leur téléphone, au lieu de parler entre eux. Alors, vous venez d'utiliser un mot « ensemble », et c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui a popularisé ce terme, en fait, qui s'appelle « seul ensemble ». Seul ensemble, Seul ensemble. Ça détermine assez bien. Voilà. Et en fait, elle prenait l'exemple de personnes qui sont dans leur chambre, à la maison,
et qui ont la sensation de faire partie d'un groupe ou d'échanger avec des personnes, parce que sur nos smartphones, on peut échanger des messages, mais on est quand même seul à la maison. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, si vous voulez, une des problématiques qui est ressortie récemment, c'est qu'on a de plus en plus de peine à avoir des échanges dans le monde réel, c'est-à-dire d'identifier des émotions sur quelqu'un qui froncerait les sourcils ou qui sourit, parce qu'en fait, tout cet avènement de la technologie, notamment également avec les conférences téléphoniques où vous êtes en 2 dimensions, eh bien, ça change forcément les rapports humains. Et effectivement, je pense que trop d'écran peut éloigner les humains parce qu'en fait, on n'a plus ce rapport direct entre nous, mais plutôt via cette interface qui fait qu'on a la sensation d'avoir des relations ou des échanges, puisque quand vous recevez un WhatsApp d'un ami, avec 2 smileys qui rigolent, ça va vous faire plaisir. Mais en fait, c'est pas la même chose que si vous le rencontrez. Non, évidemment pas. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau humain pour rapprocher les gens de nouveau. Gabriel Pitt, mon invité ce matin, on va se retrouver dans un instant. Être présent, ce bouquin qu'il faut absolument vous procurer, c'est très important et ça vous permettra peut-être de reprendre le contrôle. C'est ça finalement la vraie définition. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Gabriel Pitt, merci d'être avec nous. Il est auteur de ce livre, Être présent, il faut vous le procurer absolument. Prenez en main vos habitudes digitales. On le disait tout à l'heure, l'idée c'est pas de dire n'utilisez plus jamais, c'est de trouver où placer le curseur. Et ce livre donne quelques pistes pour nous aider à avancer dans cette solution et d'utiliser véritablement l'outil comme un outil et pas comme une habitude qui pourrait prendre le dessus, parce que là ça commence à être un peu plus problématique, c'est ça l'idée aussi. Oui, tout à fait. Je pense que le point est important ici à relever, c'est que on doit vraiment voir la technologie comme le progrès, et elle va rester. Donc le but, ce n'est pas de se couper de ses avantages, bien évidemment, mais c'est de pouvoir mieux utiliser les bénéfices sur le long terme. Faut vivre avec. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend le temps d'écran, le temps passé sur la consommation de contenu, il n'a cessé d'augmenter depuis, on va dire, 2010 de manière exponentielle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on atteint des pics de temps passé sur les écrans. Et la question, c'est est-ce que ce temps finalement qu'on passe sur les écrans ne pourrait pas être mieux investi sur d'autres choses qui nous amènent plus de valeur à nous personnellement. Donc si je devrais recommander des usages plus équilibrés, ce serait de trouver des activités qui sont intéressantes pour nous sur les écrans et ensuite de les faire dans le monde réel. Vous voyez, si vous avez 3 heures de temps, par exemple, et que vous aimez la peinture, ou vous voulez vous lancer dans la peinture ou une autre passion, un hobby, eh bien, plutôt que de passer 3 heures à regarder des tutos, ce serait peut-être de passer 1 heure sur un tuto et 2 heures à faire de la peinture. Donc c'est cette notion-là qui est importante de transposer ce qu'on a pu découvrir sur Internet et de le faire pour soi-même ou pour les autres dans le monde réel, comme c'est le cas pour une recette de cuisine. Une recette de cuisine, effectivement. Entre le digital et la réalité, des fois, c'est vrai, il y en a qui se perdent. Alors, ce qui est assez étonnant, quand on regarde le bouquin, il y a à l'intérieur des petits QR codes. Alors, finalement, c'est le bouquin qui va nous donner des pistes. On va saluer le mal par le mal, parce que pour utiliser le QR code, il faut reprendre son téléphone. Là, ici, un petit paradoxe, non, Gabriel? Alors, c'est un paradoxe, mais je voulais démontrer justement les bénéfices de la technologie dans un livre papier. C'est-à-dire que vous pouvez accéder, grâce à ces QR codes, à des vidéos qui sont déjà disponibles sur Internet. Par exemple, vous avez le lancement de la soirée de lancement de l'iPhone par Steve Jobs, qui est pour moi un tournant au niveau de nos usages numériques, puisque l'iPhone a révolutionné notre manière d'utiliser cet outil, comme on le dit. Ou par exemple Barack Obama également, qui parle de l'information, de la désinformation, mauvaise information qui peut circuler. Donc en scannant le QR code, vous avez accès à ces vidéos-là. Et c'était pour montrer tous les bénéfices justement du progrès technologique. Et puis, c'est vrai qu'au début du livre, j'indique au lecteur que chacun peut se l'approprier. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont plutôt pas scanner les QR codes et vont le faire à la fin, d'autres vont le faire au fur et à mesure. Donc c'est chacun selon ses propres habitudes de lecture. C'est un guide en quelque sorte. Oui, c'est un guide. Le message principal, en fait, dans ce livre, c'est de faire lever la tête du guidon, et d'avoir une prise de conscience sur nos usages et de comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, de nouveau, c'est un livre qui est plutôt bienveillant. Bien sûr. Parce que le but, c'est effectivement pas de porter de jugement sur nos usages, puisque comme ça s'est installé à notre insu, il faut pouvoir prendre ce recul-là sans se sentir culpabilisé. Et puis,
C'est un guide, néanmoins, il est vraiment là pour donner des pistes et des prises de conscience. Je réfléchis justement sur d'autres guides plus spécifiques, par exemple, sur comment avoir de bonnes habitudes au travail, comment avoir de bonnes habitudes avec quand vous donnez votre premier outil technologique à votre enfant, entre 8 et 12 ans, que ce soit une smartwatch ou un smartphone. Voilà, ça c'est des pistes sur lesquelles je réfléchis maintenant pour être encore plus spécifique, puisqu'ici c'est plutôt générique. Parce que là justement j'allais dire ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges, mais pour autant il y a un projet pour s'adresser aux plus jeunes, hein, c'est ça hein? Oui, alors l'idée ce serait, ici c'est un livre qui peut être lu à partir de 15 ans, d'ailleurs c'est un outil technologique qui a analysé le vocabulaire utilisé, qui a pu donner cet âge, et puis effectivement pour les plus jeunes, là je vais mettre en place un atelier parents-enfants en février, pour justement bien démarrer dans ces usages numériques pour les plus jeunes, mais aussi pour les parents, parce que c'est vrai que les parents, comme quand vous apprenez à vos enfants à bien se tenir à table, la politesse, en fait aujourd'hui il y a cette éducation numérique à faire également à la maison, et je pense qu'il y a vraiment un besoin de ce côté-là. Il faudra venir nous en reparler en février alors, de ce beau projet. L'intelligence artificielle aujourd'hui elle est omniprésente. La dernière fois qu'on s'est vu, Gabriel Pitt, c'était il y a presque une année, j'ai un peu moins d'une année. On n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça va très 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 vite. Et aujourd'hui, elle est absolument partout, dans la musique, dans le cinéma. Tout le monde l'utilise, hein, l'intelligence artificielle. Nous, on l'utilise avec notre météo, notamment déjà depuis quelques temps. Que faut-il dire de ça? Est-ce que ça, c'est inquiétant? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut comment dire, l'adopter, vivre avec, et faire attention avec des garde-fous? Il faut garder des garde-fous quand même. Enfin, quelle est votre opinion là-dessus, Gabriel Pitt? Alors, moi, je l'utilise également pour mon quotidien, pour améliorer, par exemple, quand je fais des titres en anglais, je l'utilise pour être sûr que les titres soient vraiment précis et qualitatifs. C'est un exemple que je peux donner. Mais je dirais que l'intelligence artificielle, il y a deux aspects, et c'est toujours la même chose. Il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc il faut voir les deux. Effectivement, ça va augmenter la productivité, par exemple, dans les entreprises, permettre de libérer du temps pour se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée pour les entreprises. Donc ça, c'est un bénéfice. Après, aujourd'hui, pour les entreprises, on voit qu'il peut y avoir un souci de confidentialité, de données, puisque si vous transmettez à une intelligence artificielle des données de l'entreprise, qui traite ces informations, quel type d'informations on donne. Donc là, il y a un risque pour les entreprises à prendre en compte. Et je dirais que pour les particuliers ou les personnes, en fait, aujourd'hui, il y a eu pas mal de signaux d'alerte de grands responsables dans l'industrie, justement, de l'intelligence artificielle. Parce que le risque qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on soit dans une course. Donc, c'est-à-dire que les différents concurrents dans ce métier-là veulent avoir le leadership dans ce domaine. C'est-à-dire que c'est une course avec des investissements pour pouvoir avoir le plus de parts de marché. Donc, ça veut dire que là, tout d'un coup, tout est déployé de manière très rapide, sans vraiment mettre des garde-fous, comme vous l'avez mentionné. Ça, c'est un des risques. Et puis, l'autre risque au niveau plus personnel, je dirais que il y en a plusieurs, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, oui. Parce que si tout d'un coup, on commence à tout demander à l'intelligence artificielle, générative par exemple, et qu'on se base que sur ces réponses, eh bien en fait, on arrête nous-mêmes de réfléchir à... Et ça devient inquiétant, effectivement. Ça peut être un risque, tout comme mieux vaudrait prévenir que guérir, hein, c'est ça. Donc il faudrait peut-être avoir un peu de recul là-dessus, évidemment, et faire attention, et l'utiliser aussi... comme un outil, encore une fois, quand on en a besoin, mais il ne faut pas qu'on perde quand même l'œil critique, et il faut surtout relire ce qui a été fait. Il faut vraiment relire ce qui a été fait, parce que finalement c'est un outil mathématique qui donne des réponses selon une réflexion mathématique. Donc c'est important d'effectivement relire avant d'utiliser ce qui a été fait. Et puis je pense que ce qui est important, c'est l'éducation. Ça va être l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on éduque sur comment utiliser l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de spécialistes qui se développent dans ce domaine-là. Mais après, il y a aussi l'utilisation responsable ou équilibrée de l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que ça va venir aussi par la suite. Bon, Gabriel Pitt, il faudra revenir parce que le temps passe très très vite. Merci en tous les cas d'être venu répondre à mes questions ce matin. Être présent en français ou en anglais, on le trouve où dans toutes les bonnes... C'est ça, tout à fait. Et puis je suis aussi disponible sur Amazon. Il y a des bénéfices aussi à la technologie, c'est d'avoir une distribution, par exemple pour l'anglais, où je peux être disponible aux États-Unis, en Angleterre, sans avoir de point de vente physique. Donc c'est un des avantages aujourd'hui de la technologie et du progrès. Merci Gabriel Pitt. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant les fêtes ?
Écoutez, du temps qualitatif avec mes proches pour les fêtes de Noël et cette période de réjouissance. On se donne rendez-vous en 2024 ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Belle journée. Merci d'être venu ce matin nous parler de Être présent. N'hésitez pas à vous le procurer, évidemment. The